Frappe-le doucement pour qu'il ne remarque rien au travail, murmura la belle-mère à son mari alors qu'il levait la main pour me frapper. Ce que j'ai sorti de ma poche les a fait blêmir tous les deux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rose emballait soigneusement les dernières affaires dans le carton, jetant un dernier regard à l'appartement d'une pièce qu'elle louait et qui avait été son refuge pendant 1 an et demi. Un espace minuscule, mais bien à elle, où elle pouvait se promener en vieux t-shirt, manger de la glace directement dans le pot et regarder des séries jusqu'à 3 heures du matin. Maintenant, cette liberté touchait à sa fin. Alors, prête pour une nouvelle vie. Grégory lui serra les épaules en souriant, de ce sourire insouciant qui avait autrefois conquis son cœur. Tu verras, tout sera formidable. Maman a tellement hâte que nous arrivions. Rose hocha la tête, essayant de réprimer le nœud d'anxiété dans son estomac. En plus de 3 ans de relation, elle n'avait rencontré sa future belle-mère que quelques fois, pour l'anniversaire de Grégory et le Nouvel An. Dolores était toujours excessivement polie, mais son sourire avait quelque chose d'étrange, comme si elle lui collait une étiquette invisible avec une note. « Grégory, es-tu sûr que ce n'est que temporaire ?» demanda Rose en fermant le dernier carton avec du ruban adhésif. « Peut-être qu'il vaut mieux chercher notre propre logement tout de suite. » « Ma chérie, pourquoi payer un loyer supplémentaire alors que maman a un appartement de 3 pièces ?» expliqua patiemment Grégory, comme à une petite enfant. « Nous allons économiser pour la compte, obtenir un prêt immobilier, et en 1 an tout au plus, nous aurons notre propre maison. » 1 an. Rose compta mentalement 12 mois et tenta de s'imaginer en tant que belle-fille vivant sous le même toit que Dolores. L'image était floue et peu réjouissante. Le trajet vers sa nouvelle maison dura 40 minutes. Grégory parlait avec enthousiasme de ses projets, de combien il serait merveilleux de vivre en grande famille, tandis que Rose regardait silencieusement les maisons défiler par la fenêtre. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de sa vie familière, de la petite maison d'édition du centre-ville où elle travaillait comme correctrice, de son café de quartier préféré, de son amie Britney qui habitait l'immeuble voisin. « Nous sommes arrivés », annonça Grégory en se garant près d'un immeuble de 9 étages datant de l'ère du socialisme développé. Dolores les accueillit sur le seuil, ouvrant la porte en grand comme si elle les avait attendus à la fenêtre. C'était une femme de 50 ans, la coiffure soignée et une manucure digne d'un magazine de beauté. Elle portait une robe d'intérieur propre et repassée, si bien que Rose redressa instinctivement son propre chemisier froissé par le déménagement. « Rose, ma chère, » dit Dolores en ouvrant les bras. « Enfin, te voilà à la maison. Entrez, entrez, j'ai mis la table. » L'appartement impressionnait par son ordre impeccable. Pas une once de poussière sur les meubles cirés, pas un seul objet qui traînait. Même l'air semblait repassé et soigneusement rangé sur des étagères. Rose pensa à son ancien appartement, où des piles de livres gisaient sur le sol et où quelques tasses non lavées traînaient toujours sur la table de la cuisine. « Asseyez-vous, » s'affairait Dolores en disposant les assiettes. « Grégory, montre à Rose votre chambre, j'ai tout préparé là-bas. » La chambre était petite mais confortable, un lit double, une armoire, un bureau près de la fenêtre. Tout était propre, bien rangé, sentant le linge frais et un désodorisant floral. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Grégory en enlaçant Rose. « Mieux que ton placard, non ?» Rose ne dit rien. Oui, la chambre était plus grande et plus lumineuse, mais ce n'était pas son espace. Tout ici parlait des habitudes, des goûts et des règles de quelqu'un d'autre. À table, Dolores se transforma en une hôtesse prévenante, servant la salade, versant le thé, s'enquérant du voyage et du déménagement. Puis, d'un ton désinvolte, elle demanda « Et où travailles-tu, Rose ?» Grégory me l'a dit, mais j'ai oublié. « Dans une maison d'édition, comme correctrice », répondit Rose, sentant la conversation prendre une tournure familière. « Oh, comme c'est intéressant. Et le salaire y est bon ?» Rose s'étouffa avec son thé. Grégory continuait de mâcher, comme s'il n'avait pas entendu la question de sa mère. « Ça va », répondit évasivement Rose. « Eh bien, environ combien ?» sourit doucement Dolores. « Je ne suis pas curieuse, c'est juste pour planifier le budget familial. Nous sommes une seule famille maintenant. » Rose donna le montant, se réprimandant mentalement pour sa franchise. Elle aurait dû mentir, diviser la somme par 2. « Waouh » siffla la belle-mère. « Pas mal. Et Grégory, tu sais, il a quelques difficultés au travail en ce moment. Les primes sont retardées, les projets reportés. » Grégory hocha la tête, la bouche pleine, confirmant les paroles de sa mère. Rose se souvint pourtant que, 1 mois plus tôt,
il s'était vanté d'une promotion et d'un nouveau poste. Mais ce n'est pas grave, poursuivit Dolores. Ensemble, nous nous en sortirons. Je pensais, puisque tu as un salaire stable, peut-être que tu pourrais t'occuper des courses, et Grégory et moi, nous couvrirons les charges. C'est juste, non ? Maman, intervint enfin Grégory. Nous n'en avons pas encore discuté. Qu'y a-t-il à discuter ? Lança la belle-mère en levant les bras au ciel. Une famille doit s'entraider. Rose n'est pas avare, n'est-ce pas, ma chère ? Rose sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle venait à peine d'emménager, n'avait même pas encore défait ses cartons, et déjà on discutait de sa contribution financière au budget familial. Il semblait tout naturel que ce soit à elle de nourrir la famille. Bien sûr, dit Rose en forçant un sourire. Pas de problème. C'est formidable, rayonna Dolores. Je savais que Grégory choisirait la bonne fille. Certaines jeunes filles modernes ne font que parler de leurs droits et ne veulent rien savoir de leurs devoirs. Après le dîner, alors que Grégory était allé décharger la voiture, Dolores aida Rose à débarrasser la table, d'un ton parfaitement désinvolte, lui dit « Oh, et Rose, j'ai fait quelques calculs. Les courses pour 3 personnes coûteront environ 1000 par mois. Si nous sommes économes, bien sûr. Tu comprends, Grégory est habitué à bien manger, c'est un athlète après tout. 1000. Presque la moitié de son salaire. » Rose posa les assiettes dans l'évier et regarda sa belle-mère. Elle arborait ce même sourire doux, mais ses yeux avaient quelque chose de ferme, voire d'acier. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda doucement Rose. « Tu y arriveras, ma chère », lui tapota Dolores sur l'épaule comme une mère attentionnée. « Où irais-tu d'autre ? Nous sommes une famille maintenant. » Ce soir-là, allongée dans un lit étranger, dans une chambre étrangère, Rose écoutait les bruits d'une maison inconnue. La télévision était allumée derrière le mur, elle entendait Dolores rire devant une comédie. Grégory ronflait à côté d'elle, content et détendu. Mais Rose avait l'impression d'être tombée dans un piège soigneusement tendu. Un piège magnifique, confortable, avec des serviettes amidonnées et des fleurs fraîches sur le rebord de la fenêtre, mais un piège quand même. Elle se souvint de son petit appartement loué, où elle pouvait manger ce qu'elle voulait, regarder ce qu'elle aimait et n'expliquer rien à personne. Où elle n'avait pas à justifier chaque achat ni à calculer combien coûtait l'alimentation d'un homme adulte qui lui était étranger. Mais maintenant, il était trop tard. Le bail était résilié, ses affaires déménagées, et devant elle s'étendait une année à vivre en tant que belle-fille qui nourrit la famille. Rose ferma les yeux et tenta de s'endormir, en s'efforçant de ne pas penser que demain, elle devrait aller au magasin et acheter pour 1000 de courses pour la famille qu'elle se retrouvait soudainement à sponsoriser. Chez Dolores, la journée commençait à 7 heures. Rose se réveilla au son de l'aspirateur et à l'arôme de pâtisserie fraîche. Grégory dormait encore, étalé sur le lit comme s'il n'avait jamais quitté le nid parental. « Rose, lève-toi », la tête de Dolores apparut à la porte. « Le petit déjeuner est prêt. Et ensuite, je te montrerai tout. » À table, Dolores était d'une vivacité inhabituelle. Elle servit des crêpes à Rose, lui versa du café, et en même temps, lui expliqua la routine de la maison. « Tu vois, ma chère, la maison est grande, elle exige de l'ordre. J'ai tout géré seule toute ma vie, mais maintenant que nous avons une aide. » Elle sourit radieusement. « Ça ne te dérange pas d'aider ta belle-mère, n'est-ce pas ? » Bien sûr que non, acquiesça prudemment Rose en mâchant une crêpe nature. Merveilleux. Grégory est le soutien de famille, il a besoin de se reposer. Et nous, les femmes, nous créons le confort. Je vais tout expliquer maintenant. Après le petit déjeuner, la visite des lieux commença. Dolores guida Rose à travers l'appartement comme un général inspectant une base militaire, expliquant la stratégie et les tactiques du front domestique. Le linge tous les 3 jours, mais le tri est obligatoire. Les chemises de Grégory, cycle délicat uniquement. Mes chemisiers, lavage à la main. Tes vêtements, peu importe ce qui arrive. Compris ? Rose hocha la tête, calculant mentalement le temps que ces procédures vestimentaires prendraient. Le ménage, tous les jours. Aspirateur, chiffon humide, miroirs impeccables et toujours aérés. Je ne supporte pas l'air vicié. Sur ces mots, Dolores ouvrit la fenêtre, démontrant la bonne technique de ventilation. Elles arrivèrent à la cuisine, le saint des saints de la maison. Ici, les règles étaient particulièrement strictes. Tu cuisineras, déclara la belle-mère comme si c'était une évidence. J'ai mal au dos et je n'ai pas le temps. Et toi, tu es jeune et en bonne santé. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner pour Grégory à emporter, dîner à 19 heures.
Grégory et moi sommes habitués à la variété. Et si je suis en retard au travail? Demanda timidement Rose. Ne sois pas en retard, répondit simplement Dolores. La famille est plus importante. À la fin de la visite, la tête de Rose tournait face au nombre de tâches qui venaient de lui tomber dessus. Il s'avérait qu'elle devait travailler 8 heures à la maison d'édition, puis rentrer chez elle et enchaîner avec un deuxième service domestique. Alors, ma chère, des questions. Dolores croisa les bras sur sa poitrine, tel un commandant inspectant une parade. Que fera Grégory? Laissa échapper Rose avant de pouvoir se retenir. La belle-mère haussa les sourcils de surprise. Comment ça? Travailler, gagner de l'argent. Un homme dans la maison est le soutien de famille, pas un homme au foyer. Ou veux-tu que mon fils prépare des soupes en tablier? Non, bien sûr que non. C'est juste rien, marmonna Rose. On dirait que ta mère ne t'a jamais appris comment te comporter avec les hommes, soupira Dolores. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. La première semaine passa comme dans un brouillard. Rose se levait à 6 heures pour avoir le temps de préparer le petit déjeuner, puis partait au travail, faisait les courses et cuisinait le dîner. À 9 heures du soir, elle était épuisée, tandis que Grégory et sa mère discutaient des nouvelles ou regardaient des séries dans le salon. Chérie, tu as l'air un peu pâle, remarqua Grégory le week-end, alors que Rose étendait une autre lessive. Peut-être que tu devrais prendre des vitamines. Rose le regarda, surprise. Il était allongé sur le canapé en sous-vêtements et débardeur, faisant défiler son téléphone, pendant qu'elle s'occupait de ses chaussettes et de ses chemises. Peut-être que tu pourrais m'aider, proposa-t-elle. J'adorais, feignit Grégory avec regret, mais j'ai mal au dos après le travail. Et maman dit qu'un homme ne devrait pas faire le travail des femmes. Maman dit toujours? Maman. Dolores avait une opinion autoritaire sur chaque situation, que son fils acceptait comme la vérité ultime. Une semaine plus tard, Rose réalisa que les 1000 pour les courses étaient loin d'être la limite. Dolores avait un talent incroyable pour trouver des achats nécessaires. Rose, nous avons besoin de lessive, de la bonne, pas ce produit chimique. Et d'adoucissant. Et le liquide vaisselle est fini aussi. Sa belle-mère lui tendit une liste écrite d'une écriture soignée. Ce ne sont pas des courses, remarqua prudemment Rose. Quoi d'autre? Fit Dolores, les yeux surpris. Les produits ménagers sont aussi une nécessité. Où veux-tu vivre dans la saleté? Progressivement, aux courses s'ajoutèrent les produits ménagers, puis les cosmétiques de salle de bain, puis les médicaments pour la trousse de premier secours. Dolores présentait chaque nouvelle catégorie de dépenses comme un fait accompli, et toute tentative d'objection était accueillie par un regard surpris et des insinuations d'avarice. Tu comptes chaque centime? Demandait-elle avec un air qui laissait entendre que Rose avait proposé de vendre un rein. Nous sommes une famille. Et quand Rose tenta de parler de finances avec Grégory, il balaya simplement la question d'un geste de la main. Chérie, ne dramatise pas. Tu dépenses un peu plus, mais c'est pour notre foyer commun. Tu ne dépenses pas pour des étrangers. Mais j'ai aussi mes propres dépenses, essaya d'expliquer Rose. Le transport, les déjeuners au travail, les vêtements. Les vêtements, répéta doucement Rose en listant ses dépenses. Dolores, comme toujours, apparut au pire moment. Pourquoi as-tu besoin de nouveaux vêtements? Tu as déjà la moitié de ta garde-robe pleine. Mais c'est mon argent, dit doucement Rose. Un silence de mort s'installa. Dolores regarda sa belle-fille comme si elle venait de prononcer un blasphème terrible. Ton argent? Répéta la belle-mère, sa voix se durcissant. Je me demande qui te nourrit, qui te donne un toit, qui paie l'électricité? Maman, tenta d'intervenir Grégory, mais elle le coupa d'un geste. Non, laisse-la parler, la voix de Dolores montait. Laisse-la expliquer en quoi c'est mon argent quand tu vis dans la maison de quelqu'un d'autre avec tout de près. Je paie pour les courses, commença Rose, confuse. Pour les courses, lança Dolores en levant les bras. Et qui paie les charges, Internet, le téléphone? Qui a acheté les meubles, qui a fait les rénovations? Rose se tut, réalisant qu'elle était en train de perdre lourdement cette dispute. Dolores était lancée. Tu sais quoi, ma chère, si mes conditions ne te plaisent pas, la porte est ouverte. Va louer ton propre appartement, paie de ton propre argent pour un studio. Fais ta cuisine, ta lessive, ton ménage toi-même. Maman, arrête, demanda Grégory, mais sa voix manquait de conviction. Je n'arrêterai pas, la belle-mère était déchaînée. Qu'elle sache à quel point elle est bien ici. Qu'elle essaie de vivre seule.
Mais qu'elle ne vienne pas pleurer plus tard quand elle devra donner la moitié de son salaire pour les charges. Rose se réfugia dans sa chambre et ferma la porte à clé. Ses mains tremblaient et une boule était coincée dans sa gorge. Elle sortit une calculatrice et commença à compter. Loyer pour un appartement, $600. Charges, $75. Courses pour une personne, au plus $100. Total, $775, ce qu'elle dépensait actuellement pour entretenir la famille de Grégory. Et il y avait aussi le confort moral, la liberté, la capacité de manger ce qu'elle voulait sans avoir à justifier chaque achat. Mais Grégory... Rose regarda son mari endormi. Il semblait si calme, si content de la vie dans la maison de ses parents. Il était redevenu un fils à maman pour qui tout était décidé et fait. « Pourquoi ne dors-tu pas » Grégory ouvrit les yeux et sourit d'un air endormi. « Je réfléchis, » répondit honnêtement Rose. « À quoi ?»« À nous. À la façon dont nous vivons. »« Nous vivons très bien, » bâilla Grégory. « Qu'est-ce qui te manque ?» Rose voulait dire le respect de moi-même, voulait expliquer qu'elle se transformait en aide non rémunérée avec son propre salaire. Mais elle regarda son visage endormi et satisfait et réalisa qu'il ne comprenait sincèrement pas le problème. « Rien, dit-elle. Dors. » Le lendemain, Rose appela sa mère. « Maman, j'ai une situation compliquée ici. »« Que s'est-il passé ?» s'inquiéta sa mère. Rose lui raconta les règles de la maison, la division des responsabilités, les problèmes financiers. Elle parla longuement, butant sur les mots, sentant la fatigue accumulée au cours du mois se déverser. « Alors, que veux-tu entendre » demanda sa mère après avoir tout écouté. « Je ne sais pas, peut-être un conseil. » Un conseil simple, endure. La première année de mariage est toujours difficile, et encore plus quand on vit sous le même toit que sa belle-mère. Mais la maison est grande, les conditions sont bonnes. Endure pendant 1 an, vous économiserez pour un appartement et vous déménagerez. Mais maman, pas de mais, la voix de sa mère devint plus ferme. Tu es une femme adulte, mariée. Apprends à construire des relations, à faire des compromis. Si ça ne te plaît pas, pars. Mais réfléchis bien. Grégory est un bon gars, travailleur. Il n'y en a pas beaucoup comme lui de nos jours. Après la conversation avec sa mère, Rose se sentit encore plus seule. Il semblait que tout le monde autour considérait sa situation comme normale. Une belle-fille doit endurer, une belle-fille doit contribuer, une belle-fille doit être reconnaissante pour un toit sur sa tête. Et elle se sentait de plus en plus non pas comme un membre de la famille, mais comme une sorte de distributeur automatique pratique avec les fonctions de femme de ménage et de cuisinière. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'autre solution. Le 2e mois de vie chez Dolores apporta de nouvelles révélations. Rose découvrit que sa belle-mère avait un talent incroyable pour trouver des défauts dans absolument tout ce que faisait sa belle-fille. « Rose, pourquoi la soupe est-elle si liquide ?» demanda théâtralement Dolores en remuant la cuillère dans le bol. Grégory l'aime plus épaisse. Et il y a trop peu de betterave, pas assez rouge du tout. J'ai suivi une recette sur Internet, se défendit Rose. Internet, renifla la belle-mère. Ils y écrivent n'importe quoi. Tu aurais dû me demander, je t'aurais montré comment faire correctement. Le lendemain, Rose prépara la soupe selon la recette de Dolores. Le résultat ne la satisfit pas non plus. Elle est un peu aigre, fronça les sourcils la belle-mère, et grasse. Tu as probablement utilisé la mauvaise viande. Il fallait prendre du veau, pas du bœuf. Tout était soumis à la critique. La purée de pommes de terre était parfois trop épaisse, parfois trop liquide. Le poulet était trop cuit, le poisson pas assez salé. Les salades étaient soit trop simples, soit trop compliquées. Tu lésines sur la mayonnaise ? Protesta Dolores en examinant la salade Olivier. Elle est complètement sèche. Le ménage ne répondait jamais non plus aux normes strictes de la maîtresse de maison. Il y a de la poussière sous le lit, constata la belle-mère, armée de la lampe de poche de son téléphone. Et des toiles d'araignée dans les coins. Comment passes-tu l'aspirateur ? Comme d'habitude, répondit Rose, désemparée. Comme d'habitude, c'est mal. Il faut être minutieuse, regarder dans chaque recoin. Toi, tu ne vois rien, mais moi, je le remarque immédiatement. Même l'apparence de Rose devint un sujet constant de remarques. Tu as l'air pâle, dit Dolores en l'examinant d'un œil critique. Et tu as des cernes sous les yeux. Tu manques de vitamines. Il faut que tu achètes un bon complexe, mais pas à la pharmacie, un vrai, importé. Le complexe vitaminique importé coûta $500. Rose l'acheta,
espérant au moins améliorer légèrement sa relation avec sa belle-mère. Bien, acquiesça Dolores d'un air approbateur. C'est mieux. Tu vas prendre ça et ton teint s'améliorera. Mais après une semaine, de nouveaux défauts furent trouvés. Et tes cheveux ont l'air ternes. Et ta coupe n'est pas géniale non plus. Tu devrais aller chez un bon coiffeur. Un bon coiffeur coûtait $50. Dolores recommanda même une styliste, son amie Sabrina, qui coiffait depuis toujours. Des mains en or. Sabrina se révéla être une femme vive d'une cinquantaine d'années qui passa toute la procédure à parler de sa vie difficile et à poser des questions sur la situation familiale de Rose. « Ta belle-mère est stricte ?» demanda-t-elle en maniant les ciseaux. Dolores a toujours été comme ça, très à cheval sur les principes, même à l'école. Rose garda le silence, ne voulant pas discuter des affaires familiales avec une étrangère. « Ce n'est pas grave, » poursuivit Sabrina. « Tu t'y habitueras. L'important, c'est de ne pas la contredire. » Dolores a un fort caractère. La nouvelle coupe plut à Dolores, mais seulement pour un court instant. « Pourquoi tes racines ont-elles repoussé ?» remarqua-t-elle un mois plus tard. « Ça fait négliger. Grégory aime les femmes soignées. » La teinture avec la même Sabrina coûta $200 de plus. Rose commençait à comprendre le système. Chaque critique de sa belle-mère entraînait inévitablement de nouvelles dépenses. Mais pire que la critique était la manière dont Dolores communiquait ses plaintes à son fils. Elle ne se disputait jamais avec Rose devant Grégory. Au contraire, en sa présence, la belle-mère était toute douceur. Mais plus tard, lorsque le jeune couple était seul, les vraies discussions commençaient. « Grégory, ta femme a encore trop cuit les côtelettes aujourd'hui », se plaignit Dolores au dîner. « Je lui avais dit de les cuire à feu doux, mais elle est toujours pressée. »« Vraiment ?» Grégory regarda Rose, surpris. Elle me semblait bonne. « Tu es juste un fils poli, tu ne veux pas la contrarier. » Ou encore, « Grégory, as-tu remarqué que ta femme est un peu nerveuse ces derniers temps ? Elle est toujours maussade. Peut-être qu'elle devrait voir un médecin, sinon elle pourrait faire une dépression. » Elle est nerveuse, acquiesça Grégory en se tournant vers Rose. « Il t'est arrivé quelque chose ? » « Non, tout va bien, » répondit Rose, sachant que toute explication ne ferait qu'empirer les choses. Peu à peu, Grégory commença à voir sa femme différemment. Il y avait quelque chose d'évaluateur, de mécontent dans son regard. Il commença à faire des remarques qu'il n'avait jamais faites auparavant. « Chérie, pourquoi notre chambre est-elle en désordre ?» demanda-t-il en regardant la pile de livres sur la table de chevet. « Quel désordre ?» ne comprit pas Rose. « Eh bien, ces livres, et le maquillage éparpillé sur la table. Maman dit que garder la maison en ordre est très important. » Maman dit. Cette phrase devint un refrain dans leur relation. Maman dit qu'il faut économiser l'électricité. Maman dit que la télé après 23 heures dérange les voisins. Maman dit qu'une femme doit prendre soin d'elle. Grégory devint également irritable. Alors qu'il était auparavant de bonne nature et calme, il pouvait maintenant s'emporter pour un rien. « Chérie, où est ma chemise bleue ?» demanda-t-il en fouillant dans l'armoire. « Elle est au lavage, » répondit Rose. « Au lavage ? J'en ai besoin demain. »« Tu n'as rien dit. Dois-je tout expliquer en détail ? Tu es censé comprendre. » Les cris devinrent une habitude. Grégory élevait la voix parce que le dîner avait refroidi, parce que son fromage préféré manquait dans le frigo, parce que son pantalon n'était pas repassé. « Je suis crevé comme un chien au travail, » hurlait-il, « et je ne peux même pas manger correctement à la maison. Que fais-tu de tes journées ?» Rose essayait d'expliquer qu'elle travaillait aussi, qu'elle avait ses propres obligations et sa propre fatigue, mais Grégory n'écoutait pas. « Tu travailles ?» riait-il durement. « Tu es assise au bureau à corriger des lettres. Moi, je traite avec des gens, je résous des problèmes, je porte des responsabilités. » Puis, il se produisit quelque chose que Rose se souviendrait toute sa vie. Elle oublia d'acheter du fromage. Un simple oubli humain. Le fromage était sur la liste de courses, mais au magasin, elle fut distraite par un appel téléphonique d'une amie et oublia simplement de prendre le paquet sur l'étagère. Grégory découvrit le fromage manquant en préparant ses sandwichs pour le travail. « Merde, Rose » hurla-t-il. « Je t'avais dit d'acheter du fromage. »« Désolé, j'ai oublié. J'en achèterai demain. »« Demain ? Et qu'est-ce que je suis censé manger aujourd'hui ? Du pain sec ? Il y a du saucisson, du beurre ? J'avais besoin de fromage. » Grégory jeta le paquet vide dans la poubelle. « Tu comprends ce que j'ai demandé ? » « Je comprends, mais... » « Pas de mais. »
Et puis, l'incroyable se produisit. Grégory leva la main et lui donna une gifle. Pas fort, plus une claque, mais le simple fait était stupéfiant. Rose resta là, la main sur sa joue, incapable de croire ce qui se passait. Grégory regarda sa main avec le même étonnement. « Désolé, je ne voulais pas, marmonna-t-il. C'est juste que mes nerfs ont lâché. » Dolores apparut dans l'embrasure de la porte, un tube de crème à la main. « Tiens, ma chérie, dit-elle en tendant la crème à Rose. Applique ça, tu n'auras pas de bleu. Et la prochaine fois, sois plus attentive. Les hommes n'aiment pas qu'on ignore leurs demandes. » Elle dit cela d'un ton tout à fait calme, comme si un mari giflant sa femme était une chose normale qui ne nécessitait qu'un soin cosmétique. « Maman, » commença Grégory, confus. « Ce n'est rien, mon fils, » le rassura Dolores. « Ça arrive. Rose comprendra, c'est une fille intelligente. » Ce soir-là, Grégory s'excusa. Il offrit des fleurs, promit qu'il ne lèverait plus jamais la main sur elle. Rose garda le silence, rejouant mentalement le scandale du matin. Ce qui l'a surpris le plus, c'était la réaction de sa belle-mère. Dolores avait traité les coups portés à sa belle-fille comme un inconvénient domestique mineur qui pouvait être réglé avec une bonne crème et le conseil d'être plus attentive. Et alors, Rose réalisa qu'elle était piégée. Un piège magnifique, bien entretenu, mais un piège quand même. Ici, elle n'avait aucun allié, aucune compréhension, aucune voix. Ici, elle était simplement un outil pratique pour servir les besoins d'une mère et de son fils. L'accalmie anxieuse dura 2 semaines. Grégory faisait semblant d'être plein de remords, achetait des sucreries, faisait des compliments, et lava même sa tasse 1 ou 2 fois. Dolores était également d'une douceur inhabituelle, comme si rien ne s'était passé. Rose crut presque que le pire était derrière elle. Cette illusion fut brisée par du fromage blanc sans lactose. Rose souffrait d'intolérance au lactose depuis l'enfance, mais dans le chaos général du déménagement et des nouvelles règles, elle avait en quelque sorte oublié cette particularité de son corps. Elle mangeait simplement ce qui était préparé pour la famille et souffrait de douleurs d'estomac constantes, les attribuant au stress. Elle ne s'en souvint que lorsqu'elle faillit s'évanouir au travail lors d'une autre crise. Une collègue lui conseilla de vérifier son alimentation. « J'ai eu la même chose, » dit Val du département voisin, « jusqu'à ce que j'arrête les produits laitiers. Je pensais que je développais un ulcère. » Au magasin, pour la première fois en 2 mois, Rose acheta quelque chose juste pour elle, du fromage blanc sans lactose pour 14 $. Le type normal coûtait 10 $, mais elle n'avait pas le choix. Dolores découvrit l'achat le soir en déballant les sacs. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle tenait le paquet de fromage blanc à bout de bras, comme si c'était quelque chose de suspect. Du fromage blanc, répondit prudemment Rose. Je vois que c'est du fromage blanc, mais pourquoi coûte-t-il 14 $? Sa belle-mère sortit le ticket de caisse et se mit à l'étudier. Le fromage blanc normal coûte 10 $ et celui-ci 14 $. Explique-moi ce calcul. Je suis intolérante au lactose, commença à expliquer Rose. Le fromage blanc normal me rend malade. Intolérance, renifla Dolores. C'est de l'invention. Les gens ont mangé des produits laitiers toute leur vie et étaient en parfaite santé. Et maintenant, ils s'inventent toutes sortes de maladies. Mais c'est un fait médical. Fait. Dolores agita le ticket de caisse comme une bannière. Le fait est que tu dépenses l'argent de la famille pour des bêtises coûteuses. Te rends-tu compte que c'est presque 200 $ de dépenses supplémentaires par mois? Rose tenta d'objecter, mais Dolores était lancée. Et ton shampoing? Elle se précipita dans la salle de bain et revint avec une bouteille. 40 $ pour un shampoing, alors que le normal est à 10 $. Et la crème pour le visage et le dentifrice. Un inventaire de tous les achats de Rose commença. Dolores vérifia méthodiquement chaque bouteille, chaque tube, chaque paquet, comparant avec les tickets de caisse et calculant les surcoûts. Le pain, déclara-t-elle triomphalement. La miche normale est à 2 $ et tu achètes du pain aux céréales à 6 $. La viande, du bœuf de première qualité à 23 $, alors que la première catégorie est à 15 $. Mais tu manges les mêmes choses, dit Rose, confuse. Nous mangeons ce que tu achètes, rétorqua Dolores. Et tu achètes des choses outrageusement chères. Ça s'appelle du gaspillage. Grégory se joignit à la dispute. Il rentra du travail et tomba sous la colère de sa mère furieuse. Grégory, regarde ce que fait ta femme. Dolores agita les tickets de caisse. Elle nous ruine. 14 $ pour du fromage blanc, un shampoing cher, c'est de la folie.
Grégory survola rarement les documents des abus financiers. Chérie, vraiment, pourquoi de telles dépenses, dit-il d'un ton conciliant. Tu pourrais acheter des choses plus simples. Je ne peux pas manger de fromage blanc normal, tenta d'expliquer Rose. Ça me donne mal au ventre. Eh bien, ça te fera mal un peu, puis ça passera, balaya Grégory d'un geste de la main. Ton corps s'habituera. Non, c'est une intolérance au lactose. Dolores leva les yeux au ciel. Écoute, ma chère, peut-être que tu es aussi allergique à l'air ou au soleil. Achetons de l'air spécial en bouteille et des lampes à ultraviolet. Rose sentit quelque chose bouillir en elle. 2 mois d'humiliation, de critiques, de contrôle de chaque centime, et maintenant on lui interdisait d'acheter la nourriture qui ne lui causait pas de douleur. C'est mon argent, dit-elle doucement mais clairement. Une malédiction à l'église. Que as-tu dit ? Demanda la belle-mère d'une voix dangereusement douce. J'ai dit, c'est mon argent et j'ai le droit de décider quoi acheter. Ton argent ? Dolores se leva lentement du canapé. Dans ma maison, dans ma cuisine, à ma table ? Oui, le mien. Rose sentit l'irritation accumulée au fil des mois débordés. Je le gagne, je le dépense. Et si j'ai besoin de fromage blanc spécial, je l'achèterai. Oh, c'est comme ça ? Dolores leva les bras au ciel. Oh, je vois, nous ne sommes donc pas tes maîtres. Tu sais donc comment vivre seul. Grégory dit quelque chose, se tourna Rose vers son mari. Mais Grégory se taisait. Il était assis sur le canapé, son visage s'assombrissant à chaque seconde. Rose connaissait cette expression. Elle l'avait déjà vue avant qu'il ne la gifle pour le fromage. Je vais dire quelque chose, grinça Grégory entre ses dents. Je vais dire que tu es devenue complètement arrogante, hein ? Ta mère te gronde et tu réponds. Je ne réponds pas, j'explique. Tais-toi, rugit Grégory en se levant d'un bond du canapé. Tais-toi, j'en ai marre de tes jérémiades. Il s'approcha de sa femme, et Rose recula instinctivement. Dans les yeux de son mari, elle vit une rage familière, la même que lors du scandale du fromage. Tu vis dans notre maison, dit Grégory en s'avançant vers elle. Tu manges notre pain, tu utilises nos commodités, et tu te plains encore. Quel pain, ne put se retenir Rose. J'achète toutes les courses, je paie pour tout. Les courses, cria Grégory. Et qui a acheté l'appartement ? Qui a fait les rénovations ? Qui a acheté les meubles ? Ne me crie pas dessus. Je vais crier, et comment ? As-tu oublié qui est l'homme ici ? Rose vit son mari serrer les poings, les muscles de ses épaules se tendre. Une seconde de plus, et l'incident du fromage se répéterait, mais cette fois, à en juger par son visage, ce ne serait peut-être pas une simple gifle. Grégory, intervint Dolores d'une voix douce et apaisante. Ne t'énerve pas, mon fils. Elle ne vaut pas la peine que tu ruines ta santé. Mais Grégory n'entendait plus les remontrances de sa mère. Il regardait sa femme avec les yeux d'un prédateur se préparant à bondir. Et Rose réalisa que quelque chose d'irréparable était sur le point de se produire, quelque chose après quoi il n'y aurait plus de retour en arrière. Grégory se tenait à 1,5 pas de sa femme, respirant lourdement, et Rose vit dans ses yeux une fureur animale, du genre qu'elle n'avait jamais remarqué en 3 ans de relation. C'était comme si un étranger la regardait à travers des traits familiers. « Tu me rends fou », siffla-t-il entre ses dents serrées. « Complètement fou avec tes caprices. »« Grégory, calme-toi », tenta Rose en reculant vers le mur. « Parlons calmement. »« Parler ?» Il rit, mais ce rire était plus effrayant qu'un cri. « Parler de quoi ? Du fait que tu es devenue arrogante, que tu as oublié ta place ?» Dolores observait la scène depuis le canapé, les bras croisés. Son visage affichait une satisfaction calme, comme si elle regardait une bonne pièce de théâtre se dérouler exactement comme prévu. « Je travaille aussi dur que toi, » tenta d'expliquer Rose, « et j'ai le droit. »« Le droit ?» explosa Grégory. « Quel droit as-tu ? Tu n'es personne ici, tu comprends ? Personne. » Il attrapa le paquet de fromage blanc sans lactose sur la table et le jeta contre le mur. La masse blanche éclaboussa le papier peint, glissant lentement vers le bas. « Voilà ton intolérance au lactose. Tu mangeras du fromage blanc normal, comme tout le monde. » Rose regarda la bouillie blanche couler le long du mur et réalisa que c'était le symbole de sa propre vie, barbouillée, détruite, transformée en une tache sale. « Je veux divorcer, » dit-elle doucement. Les mots lui échappèrent d'eux-mêmes, sans réflexion préalable. Mais après les avoir prononcés, Rose ressentit un étrange soulagement, comme si un abcès qui mûrissait depuis longtemps avait enfin éclaté.
Grégory se figea, incapable de croire ce qu'il entendait. Qu'as-tu dit? Le divorce. Je veux divorcer. Le divorce, répéta-t-il, l'hystérie perçant dans sa voix. À cause du fromage blanc, tu veux divorcer? Pas à cause du fromage blanc. À cause de tout. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux pas? Grégory se prit la tête entre les mains. Tu entends ça, maman? Elle ne peut pas. La princesse a la vie dure. Dolores se leva du canapé et s'approcha de sa belle-fille. Elle se déplaçait lentement, de manière mesurée, comme un prédateur confiant en sa proie. Tu ne peux pas, ma chère? Demanda-t-elle presque gentiment. Et où iras-tu? Ton travail paie peu, tu n'as presque pas d'amis dans cette ville. Je trouverai un appartement, répondit obstinément Rose. Je me débrouillerai. En trouver un, rit Dolores. Avec quel argent? Ton salaire? Tu économiseras pour un acompte pendant 3 mois. La belle-mère s'approcha très près, et Rose sentit son parfum, une odeur lourde et esséurante qui lui donnait envie de se pincer le nez. Ou peut-être penses-tu que tes parents te reprendront? Continua Dolores d'un ton doux et compatissant. Tu diras à ta maman que tu n'as pas su garder ta famille, que tu as poussé ton mari à bout avec tes caprices. Ce ne sont pas des caprices. Des caprices, ma chère, des caprices, secoua la tête la belle-mère. Et tout le monde le sait. Les voisins voient comment tu malmènes ton mari. Tes copines t'entendent te plaindre. Tout le monde sait qui est le problème dans cette famille. Rose voulut argumenter, mais réalisa que Dolores avait raison. Après 2 mois de pression constante, elle était vraiment devenue une femme éternellement insatisfaite et plaintive. Qui croirait que la raison n'était pas son caractère, mais les circonstances? Mais le plus important n'est pas ça, poursuivit la belle-mère en sortant la carte de paix de Rose de la poche de son tablier. Le plus important, c'est que les divorces n'existent pas dans notre famille. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Donne-moi la carte, exigea Rose en tendant la main. Je ne la donnerai pas, répondit calmement Dolores en cachant la carte derrière son dos. Pas avant que tu ne reprennes tes esprits. C'est ma carte, mon argent. Il n'y a rien à toi dans cette maison, la coupa Dolores. Et ton argent n'est pas à toi non plus. Il y a un budget familial, que je contrôle. Rose se précipita sur Dolores, essayant d'attraper la carte, mais Grégory lui saisit le poignet. Arrête, rugit-il. N'ose pas poser la main sur ta mère. Lâche-moi, essaya de se libérer Rose. Rends-moi ma carte. Personne ne te donnera rien, dit Grégory en lui serrant fermement le poignet. Calme-toi et tiens-toi bien. Lâche-moi, je pars. Tu ne vas nulle part. Grégory la tira vers lui, et Rose perdit l'équilibre. En essayant de se redresser, elle lui donna accidentellement un coup de coude dans la poitrine. Maintenant, tu me frappes aussi, cria Grégory en levant la main pour la frapper. Grégory, dit doucement Dolores. Fais attention, ne la frappe pas au visage. Tu as du travail de main. Les mains et les pieds, ça guérit. La main de Grégory se figea en l'air. Il regarda sa mère, puis sa femme, et quelque chose comme une prise de conscience vacilla dans ses yeux. Et puis, il faut bien qu'elle continue de payer l'appartement, ajouta Dolores, pleine de bon sens. Nous devons encore vivre sur son salaire. Grégory baissa lentement la main. Un étrange mélange de colère et de confusion apparut sur son visage, comme s'il venait d'entendre pour la première fois ce qu'il pensait inconsciemment mais avait peur d'admettre. Oui, dit-il d'une voix rauque. Avec son salaire. Rose regarda son mari et sa belle-mère, et le monde entier sembla se réduire à la taille de ce salon, à la taille de la cage dans laquelle elle se trouvait piégée. Elle n'avait pas seulement peur, elle était esséurée par la prise de conscience de ce qu'était devenue sa vie, une source de revenus pour des étrangers, un outil pratique pour maintenir leur confort. Vous n'êtes pas des gens, dit-elle doucement. Vous êtes des monstres. Nous sommes une famille, corrigea Dolores en mettant la carte dans sa poche. Et tu apprends à être une femme. C'est une chose difficile, mais ne t'inquiète pas, tu prendras le coup de main. Grégory tenait toujours la main de Rose, mais sa prise se desserra. Il détourna le regard, comme s'il ne voulait pas croiser le sien. Va dans ta chambre, dit-il d'un ton las. Calme-toi, nous parlerons demain. Rose se dirigea vers la chambre, mais pas pour se calmer. Elle y allait pour prendre une décision finale et irrévocable. Derrière elle, des voix subsistaient. Dolores expliquait quelque chose à son fils d'un ton bas et persuasif. Grégory hochait occasionnellement la tête, approuvant les arguments de sa mère.
Rose ouvrit l'armoire et prit une vieille boîte à chaussures sur l'étagère du haut. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu doux, se trouvait le revolver de son grand-père, un trophée de guerre qu'il avait ramené et donné à sa petite fille en lui disant « Ça pourrait servir, le monde est dangereux ». Rose s'assit sur le lit, tenant le lourd revolver. Le métal était froid, presque glacial, mais son contact propagea une étrange chaleur dans son corps. Pas de peur, pas d'horreur, mais une sorte de calme primal. Son grand-père lui avait appris à tirer quand elle avait 14 ans. Chaque week-end, ils allaient en dehors de la ville, dans une carrière abandonnée, et il lui expliquait patiemment comment tenir l'arme correctement, comment viser, comment respirer avant de tirer. Ce n'est pas un jouet, Rose, disait-il en ajustant ses mains. C'est le dernier argument, quand les mots ne suffisent plus. Quand tu n'as nulle part où aller. Souviens-toi, tu ne sors une arme que lorsque tu es prête à l'utiliser. Rose vérifia le barillet, 6 balles, comme il y a 20 ans. Papy gardait toujours le revolver chargé. Des voix étouffées parvenaient de l'autre côté de la porte. Dolores expliquait quelque chose à Grégory, qui répondait par de brèves paroles. Ils discutaient probablement de la meilleure façon de maîtriser la fugitive, de s'assurer qu'elle ne résiste pas et rapporte sagement de l'argent. Rose se leva, cacha le revolver derrière son dos et entra dans le salon. Dolores était assise sur le canapé à côté de son fils, lui caressant la tête comme un enfant. Grégory regardait le sol, son visage empreint d'une sorte de honte. « Alors, ma chère, dit la belle-mère en remarquant la présence de Rose. Tu t'es calmée, tu as réfléchi, tu as réalisé que tu t'étais emportée ? J'ai réalisé, répondit doucement Rose. C'est bien, sourit Dolores. Je savais que tu étais une fille raisonnable. Maintenant, tu vas t'excuser auprès de Grégory, et nous oublierons ce désagrément. Je vais m'excuser, acquiesça Rose. Mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose. Elle sortit le revolver et le pointa calmement sur le couple. Le temps sembla s'arrêter. Dolores se figea, la bouche ouverte, sans jamais finir sa prochaine phrase moralisatrice. Grégory leva la tête et fixa sa femme avec des yeux immenses et incrédules. « Qu'est-ce que c'est » murmura la belle-mère. « C'est le dernier argument » répondit Rose, surprise de son propre calme. « Le cadeau de grand-père. Il a dit que ça pourrait servir. » Sa main ne tremblait pas, son cœur battait de manière régulière et mesurée. Pour la première fois en 2 mois, Rose se sentait en contrôle. « Rose » commença prudemment Grégory. « Pose ça. Nous pouvons en discuter. » « En discuter » ricana Rose. « Comme nous avons discuté du fromage ou du fromage blanc, ou du fait qu'il n'y a pas de divorce dans votre famille. » « Ma chérie » tenta d'intervenir Dolores. « Tu ne vas pas faire de bêtises. Pense aux conséquences. » « Les conséquences » Rose tourna le canon vers sa belle-mère. « Et vous, avez-vous pensé aux conséquences quand vous m'avez transformé en esclave domestique, quand vous avez pris ma carte, quand votre fils s'apprêtait à me frapper ?» Dolores tenta de se lever, mais Rose secoua la tête. « Assise » ordonna-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Et les mains sur les genoux, que je puisse les voir. »« Chérie » commença plaintivement Grégory. « Mais tu n'as pas à faire ça. Je ne t'ai pas frappé. »« Pas frappé ?» Rose rit, et ce rire sonna comme du verre brisé. « Et qu'allais-tu faire, me caresser la tête ? Et ta maman qui conseillait si gentiment, ne frappe pas au visage, ou tu devras aller travailler demain. » Grégory se recroquevilla comme s'il essayait de devenir invisible, tandis que Dolores tentait toujours de reprendre le contrôle de la situation. « Rose, ne sois pas stupide. Le meurtre est un crime. Tu iras en prison, tu ruineras ta vie. » « La vie ?» Rose secoua la tête. « Quelle vie ? Celle où je travaille pour 3 et n'ai pas voix au chapitre ? Où je me fais battre pour un fromage oublié ? Où on me prend ma carte comme si j'étais une enfant capricieuse ? » Nous ne savions pas, tenta de se justifier Grégory. « Vous ne saviez pas quoi ? » demanda sèchement Rose. « Que je suis une personne, que j'ai des sentiments ? Ou vous ne saviez pas qu'on ne doit pas traiter les gens comme ça ? Mettez-vous à genoux, ordonna-t-elle. Quoi ? Ne comprit pas Dolores. Tous les deux, à genoux. Je ne ferai pas ça maintenant, commença à protester la belle-mère, mais Rose éleva brusquement la voix. J'ai dit, à genoux. Ou vous pensez que je ne lèverai pas la main ? Quelque chose dans son ton força le couple à obéir. Grégory glissa du canapé sur le sol en premier, suivi par Dolores qui gémissait et soupirait. C'est mieux, dit Rose avec satisfaction.
Maintenant, vous savez ce que c'est que d'être humilié, ce que c'est que d'obéir à la volonté de quelqu'un d'autre. Rose, supplia Grégory. Nous allons tout arranger, nous vivrons différemment. C'est toi qui décideras de tout maintenant. Maintenant, je déciderai. Rose ricana. Quelle magnanimité! Et qu'est-ce qui a changé? J'ai un revolver dans les mains. Eh bien, ça change l'équilibre des forces. Elle fit le tour du couple agenouillé sans baisser son arme. Savez-vous ce qu'il y a de plus drôle? Continua Rose, presque rêveuse. Vous pensiez que j'étais faible, que j'endurais tout pour ne pas être seule. Que j'étais une victime si commode. Nous ne pensions pas ça, commença Dolores. Si, la coupa sèchement Rose. Vous m'avez utilisé comme un distributeur automatique avec la fonction supplémentaire de femme de ménage et de cuisinière. Très pratique, une personne vivante qui rapporte de l'argent et se tait. Grégory renifla. Des larmes brillaient sur son visage, les premières depuis qu'ils se connaissaient. « Pardon, murmura-t-il. Pardonne-nous. » Pardonner? Rose se pencha vers lui. « Me pardonnerais-tu si je t'humiliais comme ça, si je te transformais en serviteur impuissant? » Nous ne savions pas que c'était si dur pour toi, tenta d'intervenir Dolores. Nous ne savions pas. Rose se redressa. Et quand j'ai essayé d'expliquer, quand j'ai demandé de l'aide, quand j'ai dit que j'étais fatigué, qu'avez-vous répondu alors? Dolores se tut, le regard fixé au sol. Je vous le rappelle, continua Rose. Si ça ne te plaît pas, pars. Un homme a besoin de se reposer. La famille est plus importante que le travail. Il faut encore vivre sur ton salaire. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que nous avons dit, admit la belle-mère d'une voix à peine audible. Bien, c'est bien que vous l'admettiez. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que ça fait de s'agenouiller devant quelqu'un que l'on considère comme inférieur à soi? Humiliant, honteux, effrayant. Oui, murmura Grégory. Souvenez-vous de cette sensation, conseilla Rose, car c'est exactement ce que j'ai ressenti chaque jour dans cette maison. Chaque minute. Elle recula d'un pas sans baisser le revolver. Et maintenant, je pars. Et personne ne m'arrêtera. Compris? Compris, répondirent Grégory et Dolores à l'unisson. Et rendez-moi ma carte, tout de suite. Dolores sortit la carte de sa poche avec des mains tremblantes et la tendit à Rose. Elle la prit sans baisser son arme. Merci, dit poliment Rose. Maintenant, restez assis tranquillement et ne bougez pas jusqu'à ce que je parte. Sinon, vous découvrirez si je sais tirer aussi bien que grand-père me l'a appris. Elle se dirigea vers la sortie en reculant, sans quitter des yeux la famille agenouillée. Dans le couloir, elle enfila rapidement sa veste et glissa le revolver dans sa poche. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Maintenant, vivez avec le salaire de votre soutien de famille, dit-elle, et souvenez-vous parfois de ce que ça fait de s'agenouiller. La porte claqua, la coupant à jamais de sa vie passée. Rose se tenait sur le palier, appuyée contre le mur, respirant lourdement. L'adrénaline s'estompait progressivement, ses mains se mirent à trembler. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait ce qui s'était passé. Elle avait pointé une arme sur des gens, les avait forcés à s'agenouiller et s'était échappée de la cage par la force. Mais étrangement, il n'y avait pas de peur. À la place de la terreur attendue, un calme remarquable se répandit en elle, comme si après une longue maladie épuisante, la fièvre était enfin tombée. Derrière la porte de l'appartement, un silence complet régnait. Dolores et Grégory étaient apparemment toujours à genoux, digérant ce qui s'était passé. Pour la première fois de leur vie, ils étaient en position de victime et goûtaient maintenant à leur propre médecine. Rose descendit les escaliers et sortit. La soirée d'octobre était fraîche, sentant les feuilles mortes et la pluie. Un jour d'automne ordinaire qui resterait à jamais dans sa mémoire comme le jour de la libération. La première chose à faire était de trouver un endroit où passer la nuit. Rose sortit son téléphone et composa le numéro de son amie Britney. « Salut », dit-elle en essayant de garder une voix stable. « Je peux rester chez toi ce soir? C'est une situation compliquée. » Bien sûr, Britney ne demanda même pas de détails. « Viens, je vais faire du thé. » Le trajet jusqu'à chez son amie dura 1 heure. Rose prit le bus, regardant par la fenêtre les rues familières et pensant à la façon dont la vie peut changer radicalement en 1 seconde. Le matin, elle était une femme au foyer opprimée sans voix, et le soir, une femme libre avec un revolver dans sa poche. « Mon Dieu, tu as une mine affreuse !» s'exclama Britney en ouvrant la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai divorcé » répondit brièvement Rose.
Divorcé? Mais vous veniez d'emménager ensemble. C'est exactement pour ça que j'ai divorcé. Autour d'un thé, Rose raconta toute l'histoire à son amie. Les règles de la maison de Dolores, le fait qu'elle était devenue le soutien de famille, la pression psychologique et les humiliations. Mais elle se tut sur le revolver. Certains détails sont mieux gardés pour soi. Waouh, résuma Britney après avoir entendu l'histoire. Des vrais de vrais. Tu as bien fait de partir. Sinon, tu aurais souffert pendant encore 1 an. Oui, acquiesça Rose. Bien. Alors, quel est le plan maintenant? Louer un appartement, vivre seul, travailler pour moi-même au lieu de la famille de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ce fils à maman, sors-le de ta tête. Un homme qui ne peut pas remettre sa mère à sa place n'est pas un homme du tout. Rose hocha la tête en sirotant son thé chaud. Étrangement, elle ne ressentait aucune tristesse pour Grégory. Encore plus surprenant, 3 ans de relation, mais la rupture ne faisait pas mal, comme si elle avait perdu non pas un être cher, mais un travail fastidieux. Le lendemain matin, Rose se mit à la recherche d'un logement. À midi, elle trouva un appartement d'une chambre convenable près de sa maison d'édition. 1 000 $ par mois, 2 mois de caution. Cher, mais au moins personne ne contrôlerait chaque achat ou ne lui demanderait des comptes sur l'argent dépensé. Quand emménagerez-vous? Demanda la propriétaire, une femme d'âge moyen au visage agréable. Demain si possible, répondit Rose. Bien sûr. Et quand pourrai-je rencontrer votre mari? Il n'y a pas de mari. Je vis seul. Oh, désolé, rougit la propriétaire. D'habitude, ce sont de jeunes couples mariés qui louent ici. Je ne suis plus mariée, dit Rose en souriant sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, elle rassembla son courage pour faire ce qu'elle avait prévu toute la journée. Elle retourna à l'immeuble de Dolores, non pas à l'appartement, mais à l'entrée. Il lui restait quelques affaires là-bas qu'elle devait récupérer, mais elle ne voulait pas monter. Rose envoya donc un court message à Grégory, « Descends, je dois récupérer mes affaires. » Il n'y eut pas de réponse pendant environ 10 minutes, puis le téléphone vibra, « Je descends maintenant. » Grégory apparut 5 minutes plus tard. Il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Son visage était gris, ses yeux rouges et ses vêtements froissés. « Salut, dit-il doucement, n'osant pas s'approcher. « Salut. Tu as emballé mes affaires? » Oui, je les apporte maintenant. Il disparut dans l'entrée et revint avec 2 sacs, les posa à côté de Rose et recula à une distance de sécurité. « Rose, commença-t-il avec hésitation, peut-être qu'on pourrait encore parler, arranger les choses. » De quoi y a-t-il à parler, Grégory? Demanda calmement Rose. De la façon dont tu prévoyais de me frapper, ou de la façon dont ta maman te conseillait de frapper plus prudemment? Je ne voulais pas. Nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons tout simplement pas réfléchi. Rose secoua la tête. 2 mois d'abus, ce n'est pas ne pas réfléchir. Grégory se tenait silencieusement, se balançant d'un pied sur l'autre. Tu sais ce qui est le plus triste? Continua Rose. Tu ne comprends toujours pas ce qui n'allait pas. Pour toi, c'est juste un désaccord familial qui peut être réglé par une conversation. Qu'est-ce qui n'allait pas? Demanda-t-il plaintivement. Explique-le-moi. Rose regarda l'homme avec qui elle avait planifié un avenir pendant 3 ans, faible, sans colonne vertébrale, incapable de prendre la moindre décision par lui-même. Comment avait-elle pu l'aimer un jour? Ce qui n'allait pas, c'est que tu as 30 ans et que tu ne peux pas vivre sans ta maman, dit-elle. Ce qui n'allait pas, c'est que tu vois ta femme comme une source de revenus. Ce qui n'allait pas, c'est que tu ne fais pas la différence entre une famille et une prison. Je changerai, promit Grégory. Nous déménagerons, nous vivrons seuls. Grégory, l'interrompit Rose, tu ne changeras pas, parce que tu ne comprends pas ce qui doit changer. Pour toi, le problème est que ta femme s'est enfuie, pas que tu l'as poussée à le faire. Elle ramassa ses sacs et se dirigea vers la route. Rose, cria Grégory derrière elle. Ne pouvons-nous pas au moins rester amis? Rose se retourna et le regarda une dernière fois. Non, Grégory. Tu ne peux même pas être un ennemi. Pour ça, il faut du caractère. Le taxi la déposa à son nouvel appartement en 20 minutes. Rose monta au 4e étage, ouvrit la porte de son nouveau chez-soi et transporta ses sacs à l'intérieur. L'appartement était vide, encore intact, mais c'était son espace. Ici, personne ne dicterait les règles, ne surveillerait ses dépenses ou n'exigerait de rapport. Ici, elle pourrait acheter du fromage blanc sans lactose et du shampoing cher sans se faire sermonner sur le gaspillage.
Rose sortit le revolver de son grand-père de son sac et posa l'arme lourde et fiable sur la table, l'objet qui l'avait aidé à se libérer. « Merci, grand-père, dit-elle à voix haute. Ton cadeau a été utile. » Elle ouvrit le barillet et versa les balles dans sa paume. 6 petits cylindres de métal qui hier semblaient être son dernier argument, mais qui aujourd'hui n'étaient que des morceaux de métal. Elle rangea le revolver dans le placard, espérant ne plus jamais en avoir besoin. Mais si c'était le cas, elle savait maintenant qu'elle pouvait se défendre. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Rose, c'est Dolores. Quand rentres-tu à la maison ? Grégory est anéanti. » Rose ricana et supprima le message sans répondre. Elle n'avait plus de maison là-bas. Ce qu'elle avait maintenant, c'était un appartement qu'elle louait avec son propre argent, un travail qui ne subvenait plus qu'à ses propres besoins, une vie où c'était elle qui prenait les décisions. Quelque part de l'autre côté de la ville se trouvaient son ex-mari et sa mère, essayant de comprendre comment leur petit système parfait avait échoué, comment la victime obéissante s'était transformée en un adversaire dangereux, comment leur distributeur automatique pratique avait appris à dire non. Laissez-les réfléchir. Laissez-les s'habituer à vivre du salaire du soutien de famille. Laissez-les se souvenir de ce que c'est que d'être à genoux. Rose se prépara une tasse de thé, sortit un livre de son sac et s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. Pour la première fois en 2 mois, elle pouvait lire ce qu'elle voulait, manger ce qu'elle aimait, et ne pas s'inquiéter de nourrir quelqu'un d'autre pour le dîner. La liberté avait eu un prix élevé, mais elle valait chaque centime. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Un magnifique coucher de soleil, symbole d'une ancienne vie qui se terminait et d'une nouvelle qui commençait. Rose sourit, tourna la page et oublia tout, sauf les mots devant elle. Enfin, elle pouvait s'offrir ce luxe, oublier les problèmes et simplement profiter de l'instant. La vie continuait, mais maintenant, c'était sa vie.